On se trouve à Tchassidia. Depuis 3 ans pour la guerre en Ukraine. On poursuit sur les dernières avancées russes à Tchassidia, sur le front de Pokrovsk. Et pour nous soutenir, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à vous procurer notre magazine, car sans vous, eh bien, notre travail est tout simplement impossible. Merci à tous. Et à mes côtés cette semaine, Régis Le Sommier. Bonjour monsieur. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être à nouveau à nos côtés. Vous êtes grand reporter, ancien directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Dans ce cadre, vous avez beaucoup travaillé aux États-Unis. Vous êtes actuellement le directeur de la rédaction d'Omerta, un magazine en ligne fondé avec Charles d'Anjou en 2022. Il y a également un magazine papier qui correspond à Omerta en ligne. Et puis, vous avez fait de très nombreux reportages en Ukraine. Et bien sûr, ne pas oublier votre dernier ouvrage, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? C'est aux éditions Max Milo. Et bien sûr, chers téléspectateurs, vous pouvez dès à présent le trouver sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. C'est aussi dans la description juste en dessous. Alors, les négociations de paix en Ukraine avancent après 3 ans de guerre ouverte, près de 11 ans de conflits sous-jacents depuis la fameuse révolution de Maïdan. Ce qui avance, c'est aussi le rapprochement entre la Russie et les États-Unis. Il y a 15 jours, c'est Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a rencontré le secrétaire d'État américain Marco Rubio. C'était à Riyad, en Arabie Saoudite. Jeudi, la rencontre entre diplomates russes et américains était à Istanbul, en Turquie donc. C'est la rencontre des 2 diables contemporains finalement. Donald Trump d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre. Et l'Union européenne assiste à ça complètement déconcertée. Alors, vous dites les 2 diables, effectivement, ces 2 portraits que j'ai dressés dans mon livre sur les diables. Je n'imaginais pas que, même si on pouvait sentir à l'époque de la campagne de Donald Trump qu'il y avait une véritable volonté de la part du candidat, et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir qu'on est étonné de ce qui se passe ou étonné de ce que Trump veut faire, parce qu'il l'a dit à toutes les étapes de sa campagne. On n'a pas voulu le voir, on n'a pas voulu le croire, on n'a pas voulu croire qu'il serait élu, peut-être, mais je trouve que on a un peu de mal à se dire... on est pris au dépourvu, c'est la panique. Non, ça ne devrait pas être la panique. On aurait dû, nous, Européens en tout cas, imaginer un scénario dans lequel il y aurait un rapprochement, puisque à partir du moment où Trump dit « je veux être le président de la paix, je veux faire la paix en Ukraine », cette guerre n'aurait jamais eu lieu. D'abord, il dit souvent ça, cette guerre n'aurait jamais eu lieu si j'avais été aux commandes. Et ensuite, il dit, après il a amendé un peu son discours, c'est toujours comme ça avec Trump, mais l'intention reste la même. C'est-à-dire, il dit, je vais arrêter la guerre en 24 heures chrono. Bah, il faut bien un partenaire, et ce partenaire, ça va être évidemment Vladimir Poutine. Donc, on peut s'étonner de la rapidité des événements, parce que l'administration Trump... pas que Trump lui-même, hein, tous ce qui est en ordre, tous ceux qui sont en ordre de bataille autour de lui, ont décidé d'asséner, comment. C'est une tornade véritable. C'est tous les jours il se passe quelque chose, tous les jours il y a un nouveau rebondissement. Et c'est vrai que adversaires et ennemis ont un peu de mal à suivre. Et ce qui est en train de se passer, en effet, est un chamboulement considérable. Je pense qu'une partie de nos élites surprises pensait que derrière Macron, derrière Keir Starmer, derrière peut-être Ursula von der Leyen, il y aurait une forme de normalisation ou de nouvelle écriture commune avec les États-Unis d'une partition à laquelle on était habitué. En fait, pas du tout. Ils ont beau défiler, et vous l'avez noté en introduction, tous à Washington. Emmanuel Macron, claque sur la cuisse, posture virile, chaleureux, affectif, tactile. On parle de nos femmes, on parle de... Bref, et puis dans l'heure ou quelques heures après, à l'ONU, les États-Unis, pour la première fois, votent une résolution sur la fin du conflit en Ukraine avec la Russie. La France s'abstient, l'Angleterre s'abstient. Voilà, la messe est dite. Éclate au grand jour, à nouveau. La messe est dite. Donc, l'épisode avec Keir Starmer, où là, Donald on va y revenir, Trump, oui. On va y revenir en détail. Voilà. Donc, en fait, tout ça montre quoi? Qu'il y a, en effet, une sorte de civilité. Donald Trump accueille ses invités, etc. Enfin, ses invités. Il a dit à propos de Macron, il est un smart customer, un client rusé.
mais un client, c'est le président de la France quand même. Donc ça montre un petit peu l'état d'esprit, le logiciel Trump qui est en train de se mettre en place. Et puis, en attendant, les choses avancent, vous l'avez dit, les négociations sont au deuxième stade, elles ont eu lieu pendant 6 heures à Istanbul, donc là cette fois-ci c'est la Turquie. Le centre névralgique de la diplomatie mondiale s'évalue maintenant entre Riyad et Istanbul. On est loin du traité de Sèvres, du traité de Versailles, de la conférence de Brandebourg. En fait, bref, on est dans une espèce de nouvelle diplomatie mondiale, on va dire, et de nouveaux centres du monde où l'Europe est absente. Voilà. Alors ce qu'on a vu, c'est que dès les premiers rapprochements entre Trump et Poutine, l'Union européenne a poussé des cris d'orfraie, dans une forme de déni d'ailleurs de ce que vous venez d'expliquer, de ce que Trump avait d'ores et déjà annoncé. Vladimir Poutine a été interrogé justement sur l'exclusion, j'allais dire, de l'Union européenne de ces négociations. Je vous propose qu'on l'écoute. J'ai compris que cette discussion était tout à fait positive et nos participants ont dit que de la part des Américains, il y avait des personnes tout à fait différentes, ouvertes à la discussion, sans a priori, sans condamnation de telle ou telle chose qui relève du passé. Et donc, l'essentiel, c'est qu'il y a une volonté de travail. Les Européens, eux, sont complètement excités. Ils voudraient tous avoir voix au chapitre pour s'exprimer là-dessus. Oui, voix au chapitre, pourquoi? Je viens de le dire. L'objectif et la teneur dans des discussions étaient essentiellement les relations russo-américaines. Alors ceux qui veulent être des intermédiaires entre la Russie et les États-Unis doivent comprendre que ça sert à rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du côté de Vladimir Poutine, contrairement à Donald Trump, il n'y a pas vraiment on donne pas les gages. C'est-à-dire que Donald Trump a accepté de recevoir Emmanuel Macron ou a appelé Emmanuel Macron. On ne sait pas exactement. Certains ont dit qu'il avait été convoqué, etc. Mais dans tous les cas, il y a encore une forme de relation, alors que Vladimir Poutine semble assumer totalement la rupture avec les dirigeants européens et ne pas voir à l'avenir une reconstruction de ces relations, du moins à court terme. Ce qui est en train de se passer, ce qui est très intéressant, c'est comme si, moi je compare ça à un train ou un TGV, un train à grande vitesse avec une locomotive ultra puissante qui depuis 3 ans, on va dire, pénètre en Ukraine pour apporter l'effort, pour participer à l'effort de guerre ukrainien, défendre la nation ukrainienne sans contrepartie. C'est quand même assez intéressant au départ. Et puis là, on s'aperçoit que, avec Trump, il va y avoir, on va se servir en terres rares. Et j'ai entendu même hier. J'ai quand même j'avais les yeux écarquillés en entendant Sébastien Lecornu expliquer que les Français aussi s'intéressent depuis octobre dernier à faire un deal avec l'Ukraine pour les terres rares ukrainiennes. Donc il n'y a pas que voilà. Alors ça, c'est, pardon, faisons une parenthèse parce que j'avais prévu d'en parler plus tard, mais c'est très intéressant parce que in fine, ce dont on se rend compte, c'est que ce fameux discours du camp du bien, des valeurs à défendre sur la question ukrainienne, en réalité, l'objectif, c'est comme pour les États-Unis, c'est les terres rares, les minerais, les matières premières. Sauf que nous, en plus, on est tellement nuls qu'on les aura pas. Alors, non seulement on risque de pas les avoir, mais surtout, quand Donald Trump explique qu'il veut faire son deal et qu'il veut prendre 500 milliards de terres rares ukrainiennes, se servir comme une sorte de retour sur investissement de l'argent donné pour préserver l'Ukraine, pour faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas envahie par la Russie. Déjà, d'un point de vue trumpien, on va dire, ça peut s'entendre, puisque c'est toujours la question du deal, la question de qu'est-ce que tu me donnes en échange. Je te donne ça, j'ai la force, j'ai la sécurité, qu'est-ce que tu me donnes en échange. Ça, c'est Trump qui est comme ça. Mais depuis 3 ans, et ça rejoint ce que je voulais dire justement, depuis 3 ans, on était habitué à un discours qui disait que vis-à-vis de l'Ukraine, on aiderait l'Ukraine jusqu'à ce que les Ukrainiens ne le demandent plus, jusqu'à ce que la fin, en fait, les Ukrainiens, en gros, triomphent, jusqu'à ce qu'ils récupèrent l'intégrité de leur territoire, leurs frontières de 1991. Tout ça, c'était le discours officiel. Et puis là, ce TGV qui fonçait en Ukraine et qui permettait aux Ukrainiens de tenir, eh bien, la locomotive a disparu.
C'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée, elle est partie sur une voie de garage, le train est toujours dans l'axe, et nous, on est toujours dans le train. À se demander un peu ce qu'on va faire. Parce que regardez, le problème des Européens, c'est qu'ils ne sont pas unis. Ils sont assez rarement unis, mais là, vous avez en gros un bloc qui correspond aux pays de l'Est, qui ont une histoire particulière avec la Russie, notamment à travers... Avec l'Union soviétique. L'Union soviétique, oui, bien sûr, vous avez raison de le préciser. Mais que ce soit les Estoniens, les Polonais, les Roumains, etc. Mais en même temps, on note quand même des signes de fragilité. La question, par exemple, du candidat... Călin Georgescu, qui a été arrêté encore hier, qui est empêché de se présenter. Pourquoi il est empêché de se présenter? Pas tellement par cette histoire de TikTok, on lui met des accusations sur le dos, tout simplement parce qu'il a dit qu'il voulait pas faire la guerre. Il a dit qu'il voulait pas envoyer de troupes. Il a dit que, au vu de ce qui se passait en Ukraine, il n'a pas envie que se passe la même chose dans son pays. Ça, c'est coupable de crime de lèse-majesté d'être un allié de Poutine. Les Polonais sont intéressants parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas envoyer de troupes, à la différence des Français et des Britanniques. Donc vous êtes avec une Union européenne avec aussi des Baltes dans le même temps via la chef de la diplomatie européenne. Kaja Kallas, qui, eux, ont un discours ultra vis-à-vis des Russes. Ursula von der Leyen qui continue à décréter des paquets de sanctions et à vouloir envoyer des armes. Vous avez un discours totalement incohérent. C'est un peu ce que dit Poutine, d'ailleurs. On sent qu'il n'y a pas voilà. Et en même temps, il y a l'idée que on ne sait pas où on va. Le logiciel a changé. Hier, il y avait un article du Financial Times qui titrait les États-Unis contre l'Occident. En fait, tout ça, c'est le grand chambardement a eu lieu. On n'a pas encore, si vous voulez, compris ni perçu l'étendue de ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression personnellement que les pourparlers sur les négociations et potentiellement la paix sont en train d'avancer très rapidement. On n'en connaît pas la teneur encore. On va avoir des surprises. Mais par exemple, l'histoire des terres rares est réglée avec l'accord avec Zelensky, alors qu'au début de la semaine, c'était pas évident. Enfin, ce que montre Trump à nouveau, c'est que son arme, ce qui fait sa force, c'est sa vitesse. Parfois, ça peut aussi faire sa faiblesse aussi, parce que il y a une forme de désorientation. Mais en ce moment, la désorientation du monde, elle joue à son avantage. Il prend tout le monde par surprise, il assène, il avance. Et Poutine, quelque part, observe ça sans dévoiler, vous avez raison de le préciser, totalement son jeu. Parce que Poutine est, pour le moment, vu ce qui se passe sur le terrain, n'a pas un avantage énorme à décréter un cessez-le-feu. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, là où il y a une convergence des intérêts, et c'est surprenant, entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, quelque part, parce que la fin de la guerre... Pour Volodymyr Zelensky, c'est pas une perspective très réjouissante. Bien sûr, d'ailleurs, les Russes ont lâché un peu du lest vis-à-vis de Zelensky. Ils l'excluaient complètement des négociations. J'ai cru comprendre depuis hier que c'était plus tout à fait le cas. Zelensky a eu une forme de vote à la Rada, qui est le Parlement, qui le maintient en gros en tant que président. Et puis Donald Trump l'avait traité de dictateur au début de la semaine, mais comme il a bien voulu signer le deal sur l'accord sur les terres rares, c'est devenu chez Donald Trump le meilleur président que l'Ukraine n'ait jamais eu. Donc en une semaine, on est passé de dictateur à meilleur président. Il y aurait quand même une interrogation peut-être autour de ces terres rares, c'est qu'il semblerait que l'essentiel de ces terres rares soit quand même stationné sur la partie est de l'Ukraine, c'est-à-dire qui est sous contrôle russe aujourd'hui. Les Russes contrôlent 70% des minéraux ukrainiens dans le Donbass qu'ils contrôlaient déjà, même s'ils ne l'avaient pas annexé avant 2022. Aujourd'hui, on va dire qu'ils ont grignoté à peu près tous les endroits. Il reste encore des terres et des minéraux rares aux mains des Ukrainiens, mais c'est vrai que les Russes en ont beaucoup. D'ailleurs, je crois que dans les pourparlers américano-russes, la question des terres rares aussi et l'accès aux minéraux côté russe est aussi dans l'équation.
Un journaliste lui a posé la question à Donald Trump. Effectivement, il a dit qu'il fallait qu'il se penche sur la question et que ça pouvait faire l'objet d'un accord commercial. Absolument, mais ça va être que ça. Et l'accord va être évidemment corrélé avec la levée des sanctions. C'est surtout ça qui intéresse les Russes. C'est-à-dire que s'ils acceptent de geler le front, en tout cas de décréter un cessez-le-feu, il va falloir qu'il y ait une compensation. Et la compensation, elle est à mon avis évidente, du côté des sanctions et des paquets de sanctions que les Russes subissent de la part des États-Unis. D'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que la France et l'Angleterre continuent à rajouter des sanctions contre la Russie, qui risquent de ne servir à rien si les sanctions américaines, ou une partie des sanctions américaines, sont levées. Ça servira quand même à nuire aux économies européennes. Ah mais complètement, mais de toute façon, là, on l'a vu avec l'élection en Allemagne qui était très, très intéressante à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous avez un parti comme l'AfD qui a fait plus de 20%, c'est historique, mais surtout l'AfD a l'intention de rebrancher le tuyau, c'est-à-dire de récupérer le gaz russe à bas prix. Pour ce qui est de la CDU, c'est problématique parce que la CDU se plaçait, et particulièrement Friedrich Merz, dans le camp américain. Aujourd'hui, ils essayent de dire que l'Allemagne doit être indépendante au niveau de sa sécurité, mais quelque part, l'équation économique allemande, elle n'est pas résolue parce qu'il manque cette donnée fondamentale qui est cet accès au gaz à bon marché russe, et que le GNL, on le sait, est bien plus important et bien plus coûteux, et que si l'Allemagne veut redémarrer sa machine et refaire son économie, l'économie qui a fait son succès et qui en a fait vraiment le moteur, le cœur névralgique de l'Europe, eh bien, il faut qu'elle trouve des hydrocarbures à pas cher, et il n'y a pas d'autre solution que de refaire un deal à un moment ou à un autre avec la Russie. Alors revenons sur un point, là, vous évoquiez justement le probable nouveau chancelier allemand qui évoquait le poids des États-Unis en Allemagne. Vous évoquiez également le titre du Financial Times qui faisait une dissociation surprenante, mais très clairvoyante, néanmoins, entre Occident et États-Unis. Est-ce que comment vous interprétez ça? Parce que c'est très intéressant. On a entendu parler, notamment depuis cette guerre ouverte en Ukraine, du front occidental, de cette union de l'Occident qui était sous-entendue. D'ailleurs, l'Occident se suffisait à lui-même pour parler des États-Unis, pour parler de l'Union européenne et bien entendu pour parler d'Israël quand il s'agissait de la question proche-orientale. Aujourd'hui, on a le sentiment que cet Occident est en train de voler en éclats, perdant de fait sa tête, son hégémonie américaine, qui, elle, est en train de se rapprocher de la Russie, qui, elle, est la tête des BRICS. Mais je vous dis, c'est plus qu'une question de circonstance ou de changement, on va dire, stratégique américain. C'est vraiment, pour nous, ce qui est en train de se passer, c'est un changement culturel. C'est-à-dire qu'on a passé... Civilisationnel, presque. Presque, si on prend la civilisation depuis 1945. C'est-à-dire que ça fait 80 ans... presque jour pour jour, puisqu'on fêtera cette année les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça fait 80 ans que nous vivons sous la coupe des Américains, qui, à toutes les étapes, n'ont eu d'autre finalité que de nous vassaliser, que ce fut le plan Marshall qui est arrivé à une époque, effectivement, où la France et une partie des pays européens étaient des tas de cendres, et que le plan Marshall a un aspect bénéfique. Mais ce plan Marshall était une manière d'introduire la culture américaine, les produits américains, de les distribuer, de s'ouvrir ce marché européen, ni plus ni moins, qui ensuite s'est concrétisé avec l'Union européenne. Mais cette Union européenne qu'aujourd'hui, même Donald Trump dit l'Union européenne a été créée pour berner les États-Unis. Alors il dit pour entubé, on va dire. C'est vraiment le terme qu'il utilise. En réalité, c'est entièrement faux. L'Union européenne a été... du monde quand il dit ça. Mais bien sûr, l'Union européenne a été... c'est une contre-vérité historique. L'Union européenne, par le biais de ces deux têtes de proue que furent Jean Monnet et Robert Schuman, c'était des hommes de Roosevelt, c'était des gens qui étaient totalement dans la main des États-Unis, et l'Union européenne, déjà à l'époque, était destinée justement à affaiblir les souverainetés nationales respectives des pays pour créer une supra-structure qui permette justement de s'opposer à ces souverainetés. Donc il y avait déjà une intention américaine peut-être de créer les États-Unis d'Europe, mais surtout en réalité de s'offrir un marché pour écouler les produits américains. C'était la tendance et le soft power américain. Et
également une inféodation des élites avec des officines comme les Young Leaders, etc. Toute une panoplie de think tanks, de groupements dont on est en train de voir l'étendue avec la purge de USAID, vraiment par Musk, on commence à comprendre un peu ce qui se passe et la manière dont les États-Unis agissaient au niveau mondial. Ça fait 80 ans qu'on est là-dedans, 80 ans qu'on est habitué à suivre le moteur. De temps en temps, il nous donne des petits coups de patte parce que ses intérêts ne correspondent pas tout à fait aux nôtres. Souvent, même quand ils ne correspondent pas du tout, on fait semblant de ne pas le voir. Souvenez-vous l'épisode absolument honteux et humiliant pour la France de la fin du super contrat de 60 milliards d'euros, le contrat du siècle avec les Australiens, le contrat AUKUS, déchiré comme ça d'un geste de la main par Joe Biden avec l'aide de Boris Johnson aussi, toujours ces Anglais qui sont en embuscade, soit les toutous fidèles des États-Unis ou soit ceux qui veulent perpétuer avec Keir Starmer une position atlantiste qui n'existe plus puisque Donald Trump est au pouvoir. Donc ça, c'est aussi intéressant, comment les Anglais ont un peu le cul entre deux chaises aujourd'hui, mais ou sont eux aussi très, très désorientés par ce qui se passe. Mais cette habitude de suivre les États-Unis, elle était enracinée, inscrite, et on a du mal encore aujourd'hui, parce que tout ça c'est nouveau, à se dire non, il va falloir qu'on change notre fusil d'épaule, il va falloir... Alors, on se dit, oui, c'est bénéfique parce que ça va apprendre à l'Europe à s'armer, à prendre en main son destin. Mais bon, on l'a vu, le mini-sommet qu'a organisé Emmanuel Macron il y a 2 semaines à l'Élysée ne regroupait qu'une dizaine de pays sur les 27 en Europe. Aucune position commune n'est sortie de ce sommet. On a appris que les Français et les Anglais étaient prêts à envoyer des troupes, des peacekeepers en Ukraine, mais que pour la Pologne, par exemple, s'il en était hors de question. Donc, y compris pour l'Allemagne aussi. Et l'Allemagne, évidemment, puisque l'Allemagne a toujours cette réticence à envoyer des troupes quelque part en raison de son histoire. Mais donc, finalement, toute cette cacophonie ne mène à rien, et on a l'impression que les Européens seraient comme des poulets habitués à être tondus ou à suivre une direction jusqu'à présent et qui se retrouvent sans maître, qui savent pas où aller, à part des déclarations d'intention, des choses tantôt belliqueuses mais qui n'ont plus aucun sens si les États-Unis ne sont pas au front, ou ne sont pas en tout cas dans une position, voilà. Et même pour l'Ukraine, quand on va voir concrètement comment les choses vont se passer. Je ne sais pas si d'ailleurs les Russes accepteront d'avoir des forces d'interposition de la paix européenne, c'est même pas garanti. Je sais que les États-Unis, les Russes sont plus favorables à un axe européen. Ils ont même dit que l'Ukraine rejoigne l'Europe, ça ne les dérangeait pas. Donc peut-être que là, il y a peut-être une ouverture, une solution, une esquisse de solution sur ce qui pourrait se passer concrètement sur le terrain. Pour le plus grand bonheur de l'Europe. Exactement. Enfin, bon, là, on verra pour notre agriculture, on verra pour voilà. En tout cas, l'Ukraine a fait acte de candidature à l'Europe. Les Russes, tant que c'est pas l'OTAN, pour eux, ça va. Et donc là, ça ne va pas pouvoir être l'OTAN. Ça ne sera pas l'OTAN dès lors que les États-Unis se décollent de l'OTAN. Mais totalement. Et Donald Trump l'a encore réaffirmé hier que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN. Voilà. Revenons encore, j'insiste un peu parce que je pense que c'est capital vraiment sur cette dichotomie entre Occident et États-Unis. On a le sentiment finalement que l'Occident, en réalité, c'est les États-Unis sur lesquels sont plaquées les ambitions néoconservatrices en réalité, et qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Donald Trump et son non-interventionnisme, sont décollés et purgés, j'allais dire, cet état profond, ce marécage de néoconservateurs, et qui sont un peu dans une zone de repli, à savoir à Bruxelles, c'est-à-dire à Paris, à Londres, à Bruxelles, en Pologne potentiellement, dans les pays baltes potentiellement, pour se réfugier là où la guerre fait partie des options. Sans les moyens, bien sûr. L'Europe, et ça c'est vrai que c'est très dans la philosophie néoconservatrice, l'Europe reste la dernière à vouloir continuer la guerre. Même Zelensky a compris que d'abord sa survie politique dépendait sans doute de cette guerre, mais qu'il y avait encore une partition à jouer. Il a réussi à obtenir son accord, donc il a réussi quelque part à sauver sa tête. Les Russes ont Et c'est peut-être montré... justement à cela qui sert cet accord, plus qu'aux minerais. Peut-être.
Oui, enfin, les minerais, c'est quand même colossal. Oui, les minerais sont essentiellement de l'autre côté, donc oui, encore mais une fois. il va y avoir aussi toute cette question de l'exploitation des minerais. C'est pas des minerais simples à exploiter. C'est extrêmement coûteux, notamment au niveau environnemental. C'est la raison pour laquelle le pays qui s'exonère de toute norme ou de beaucoup de normes environnementales, qui est la Chine, peut se permettre d'exploiter, d'avoir sur son territoire 40% des réserves de terres rares dans le monde, de les exploiter et de les vendre. Et c'est là où, quand on ausculte ce qui est en train de se passer sur ces terres rares, à la fois avec le Groenland, préempté par Trump, le deal sur les terres rares ukrainiennes, c'est une véritable bataille pour les high-tech de demain. C'est les composants informatiques, c'est la fabrication des armes, les missiles, tout ce qui est de haute technologie relève justement de ces minerais. Et en Europe et en Occident, ils ne sont pas exploités parce qu'il y a des normes environnementales. Donald Trump, il se fiche des normes environnementales, il voudra les exploiter, ou en tout cas les préempter pour justement cette rivalité avec la Chine, qui est l'objectif en fait. Le nouveau monde, c'est ça pour Donald Trump, et Donald Trump obéit, et c'est la raison pour laquelle il veut faire la paix avec Poutine. Il obéit à un vieil adage américain qui était de l'époque de Nixon et de Kissinger surtout, c'est qu'il faut surtout pas que la Chine, c'était la raison du fameux voyage de Nixon en Chine, surtout pas que la Chine et la Russie tombent les bras dans les bras l'un de l'autre. On a l'impression que les priorités ont changé, c'est-à-dire qu'à un moment, la Russie ne devait absolument pas se rapprocher de l'Union européenne, et aujourd'hui, après la guerre en Ukraine où la Russie a indubitablement été poussée vers la Chine, il faut rompre à nouveau cette logique. Oui, et cette espèce de volte-face est extrêmement difficile à vivre pour nos élites, enfin pour une partie de nos élites, dont on sent finalement une sorte d'exaspération parce que la force, elle est du côté américain, elle est du côté de Donald Trump, la vitesse est du côté de Donald Trump, et on est à la fois ou immobile parce qu'on ne sait pas quoi faire, ou abandonné en rase campagne parce que la tornade Trump est en train de passer, elle redéfinit tout, elle décale l'axe du monde, et l'Europe, tant pis, quoi. Si on verra. L'Europe, je pense, aujourd'hui, malheureusement, n'a pas d'autre choix que d'accepter ce que Trump est en train de lui faire subir. Il n'y a pas quand j'entends comment... Mais elle pourrait transformer l'essai, peut-être. Peut-être, mais quand j'entends François Hollande expliquer hier qu'il faut faire mal à Donald Trump, mais comment on fait mal à Donald Trump aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous pouvons faire qui ferait mal à Donald Trump ? Je ne sais pas. Je m'interroge. On a finalement une situation qui évolue beaucoup. On a vu cette semaine donc Emmanuel Macron groggy qui est accouru à la Maison Blanche. Et ce qui était confondant plus encore que cette visite peut-être, c'était l'attitude de la presse française, qui a tout dit peut-être sur cette rencontre et vanté les mérites d'Emmanuel Macron. Dans ce cadre, avec votre expérience de journaliste, je vous propose d'écouter très rapidement un petit extrait d'Ulysse Gosset, un confrère de BFM. Il était à Washington. Il s'est passé quelque chose dans cette pièce qui n'est pas habituel, Ulysse. Il y a eu un moment où Donald Trump a dit « Macron a réussi à me convaincre, presque à me retourner, si j'ose dire ». Et c'est vrai que la force de conviction d'Emmanuel Macron est très importante face à Donald Trump. Alors c'est vrai, j'aurais dû dire Ulysse Gosset et sa peau de chamois, pour lustrer les souliers d'Emmanuel Macron. Comment expliquez-vous cette attitude des journalistes français ? Est-ce que c'est finalement un excès de patriotisme ? Ils se disent défendre Macron, c'est défendre la France ? Ou est-ce que c'est une forme de vassalité totale ? Moi, je trouve que de la part d'Ulysse Gosset, qui est un journaliste quand même chevronné, qui a été... on se souvient pas forcément de ça. Là, on voit la peau de chamois, mais on se souvient de sa chapska quand il était correspondant pour TF1 à Moscou. Il est resté très longtemps, on le voyait devant la place Rouge faire son direct régulièrement. Il a été aussi correspondant à Washington longtemps. Donc c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de bouteilles, et qui a rencontré des leaders, qui a fait des grandes interviews. Pourquoi forcer le trait et qu'on explique qu'Emmanuel Macron s'en est plutôt pas mal tiré face à Donald Trump et que ça n'a pas été l'humiliation?
Enfin, pour moi, c'est la vérité. Faut être honnête, il est assez bon, il est une gestuelle. Alors, parfois, ça peut crisper, ça peut agacer. Mais visiblement, ça fonctionne assez bien avec Donald Trump. Il y a eu des petits pics, il y a des petites piques, il y a eu des choses, mais rien de très grave. Et Emmanuel Macron a quand même tenu son rang. Voilà, il n'y a pas eu un peu plus que Keir Starmer qui est en train d'expliquer. On va le voir, oui. Voilà. Et là, donc Emmanuel Macron s'en sort plutôt pas mal. Mais pourquoi exagérer? Ou comme Ruth Elkrieff qui a expliqué sur LCI que le monde entier nous enviait Emmanuel Macron. Non, mais ça, c'est ce qu'elle pense depuis 2017. On se rappelle d'elle l'embrassant pendant les meetings. Elle peut-être, mais bon, je crois que c'est faux, quoi. Donc, pourquoi voilà, il y a dans la presse française un côté suiviste, à la différence peut-être de la presse anglo-saxonne. Par exemple, je vous donne un exemple très intéressant. C'est un des correspondants de CNN, enfin des journalistes de CNN chevronnés qui s'appelle Jack Tapper. Qui vient de sortir un livre sur la sénilité, on va dire, de Joe Biden. Ce même Jack Tapper a fait partie des journalistes qui ont constaté cette sénilité au quotidien, mais avant d'écrire son livre, n'en ont jamais parlé. Avant que ait lieu ce fameux débat entre Biden et Trump, où Biden, où le problème, cognitif, on va dire, de Biden a été révélé au grand jour, et du coup, sa candidature est devenue caduque, il a fallu trouver quelqu'un d'autre. Avant ça, on rappelle que Joe Biden avait assisté aux 80 ans, cérémonie du 80 ans du D-Day, qu'il avait eu des discussions avec les grands chefs d'État internationaux, qu'Emmanuel Macron, à qui on avait posé la question à ce moment-là, avait expliqué non, il est totalement en charge, c'est lui qui commande, etc., etc. Et puis là, on découvre à travers ce livre... On le voyait quand même vagabonder littéralement pendant la cérémonie, guidé par sa femme, il était complètement... D'ailleurs, on voit une scène absolument incroyable, où au moment de la sonnerie aux morts, il se retourne, et là, il y a Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui se retournent comme lui, comme si c'était un exercice imposé. En fait, c'était simplement l'errance de Joe Biden. Donc on se rendait compte, tout le monde le voyait, mais on ne pouvait pas en parler. Et là, on a un journaliste qui va expliquer, alors après avoir couvert le truc, mais il y a quand même une forme de mea culpa. Ce qui est toujours intéressant avec le journalisme, ils ont aussi des peaux de chamois, ils ont aussi des gens très... mais il y a toujours un exercice de recadrage après, voire un mea culpa. Du New York Times, du Washington Post, ça arrive assez régulièrement, on n'a pas su, on n'a pas été bon, alors toujours à l'aune effectivement des principes et des valeurs du journalisme, je ne vois jamais ça en France, je ne vois jamais ça. En fait, voilà, on a ce type de spectacle qu'on regarde, qu'on analyse avec stupéfaction, et puis après ça recommence sur la guerre en Ukraine et ce qui est en train d'arriver. Il n'y a aucun mea culpa d'une chaîne comme LCI qui a continué à nous faire du cocorico pro-ukrainien pendant 3 ans, à raconter n'importe quoi avec des gens qui n'ont même pas eu. Et ça, moi, j'ai fait 6 voyages en Ukraine depuis le début de la guerre. Donc c'est une guerre que j'ai beaucoup couverte. J'ai passé plusieurs mois là-bas. Ce que je vois, c'est que sur ces plateaux sont souvent réunis des gens qui, depuis 3 ans, nous parlent de l'Ukraine, nous racontent n'importe quoi sur ce qui se passe, se rendent compte aujourd'hui que, bon, ils se sont trompés, mais ne le diront pas, mais surtout n'ont jamais eu la décence d'aller en Ukraine. Du côté ukrainien, de parler à la population, d'approcher des lignes de front. On leur demande pas de prendre peut-être autant de risques que nous, on prend à Omerta, mais au moins... Aller sentir le pouls. Le vent du boulet. Voilà. Je sais qu'on critique beaucoup Bernard-Henri Lévy, mais Bernard-Henri Lévy a au moins le mérite régulièrement d'aller parler à des soldats, d'aller sur des fronts de Kherson, de Nikolaïev. Enfin, les fronts reconstitués sur des studios au fond vert, ça n'existe, ça compte pas, hein, alors, bien sûr, mais il y va quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement une mise en scène chez lui qui est assez insupportable. Mais ce que je lui reproche moins de parler de l'Ukraine, sachant qu'il est allé sur place, sachant qu'il a fait des documentaires, sachant qu'il a parlé à des personnalités, au moins il a pris la tendance, et il est allé sur place, il a eu cette décence de dire « oui, je soutiens les Ukrainiens, mais je vais avec eux, donc je prends des risques ». Vous avez d'autres personnages qui, depuis 3 ans, mais comment peut-on avoir une conscience
en faisant son miel, en faisant son miel et son salaire de ce conflit, sans jamais finalement s'intéresser aux gens qui le subissent.